Parce que vous pensiez vraiment qu'il faut du talent pour réussir? Mais tellement pas, ce qu'il faut c'est de la chance. Vous me croyez pas? Je vais vous le prouver qu'un top 10 des inventions qui doivent tout à un monstrueux coup de bol. Et je vous ai mis un bonus à la fin qui devrait vous surprendre. Alors le succès, c'est du hasard? Ou est-ce que la chance sourit aux audacieux? Le radar a joué un rôle décisif dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est grâce à lui que la défense anti-aérienne est devenue beaucoup plus précise, ce qui a permis aux Anglais de mieux défendre Londres contre les bombardements allemands. Et c'est encore grâce au radar et au sonar que beaucoup des sous-marins nazis ont été mis hors d'état de nuire. Et puisqu'ils risquaient plus d'être coulés, ça arrangeait pas mal les bateaux américains qui venaient livrer en Europe. Le secret du radar allié, c'est qu'il était bien plus puissant que son équivalent allemand. Et ça, c'est grâce au magnétron, une invention franco-anglo-américaine qui permet d'émettre une onde électromagnétique. Il se trouve qu'en 1945, Percy Spencer travaillait pour une des entreprises produisant ces magnétrons, Raytheon. Un beau matin, il était posté devant un de ces magnétrons en marche, et là, il a commencé à sentir de la chaleur au niveau de sa poitrine. C'était sa barre au chocolat au lait, Mr. Goodbar, qui était en train de fondre dans la poche de sa chemise. Percy en a déduit que le magnétron produisait de la chaleur. Mais il voulait vérifier son hypothèse, alors il a placé un sac de maïs devant. Et quand ça s'est transformé en popcorn, le physicien avait sa preuve, il a déposé le brevet du Radarange le 8 octobre 1945. Sa machine, elle faisait 2 mètres de haut et elle était lourde et chère. Et pourtant aujourd'hui, on en a tous une dans notre cuisine. Ah ouais, au fait, on n'appelle plus ça Radarange, mais micro-ondes. Numéro 9. En 1941, s'il y avait bien un pays où on s'en fichait pas mal de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la Suisse. Logique, hein, personne n'attaque jamais sa propre banque. Et du coup, un ingénieur suisse, Georges de Mestral, se promenait paisiblement dans les Alpes avec son chien. Mais en rentrant chez lui, il a constaté que son pantalon était recouvert de fruits de bardane, tout comme le pelage de son chien. Ni une ni deux, l'ami Georges empoigne son microscope pour examiner ce drôle d'intrus végétal. Et il constate que les épines du fruit se terminent avec des sortes de petits crochets déformables. C'est ces crochets qui s'étaient pris dans son pantalon de velours et dans les poils de son chien. Ce qui gâchait rien, c'est qu'une fois arrachés, ils reprenaient leur forme initiale. Georges de Mestral y a vu une super opportunité pour l'industrie textile. Il va faire en sorte de reproduire sa trouvaille naturelle et après plusieurs itérations, il dépose un brevet pour le velours crochet qui raccourcit en velcro. Ce que nous les moldus on appelle un scratch. Numéro 8. C'est l'histoire d'un mec qui s'est planté dans les grandes largeurs et qui s'en plaint certainement pas aujourd'hui. En 1964, Spencer Silver était un chimiste chez 3M. Son boulot, c'était de chercher des nouveaux types de colle avec un cahier des charges bien précis. La nouvelle colle, elle devait être plus forte et plus résistante. 4 ans de recherche plus ou moins fructueuses plus tard, Spencer reçoit des nouveaux monomères de la part d'un de ses fournisseurs. Il les mélange un peu au pif et tadam, il invente une nouvelle colle. Sauf que son nouvel adhésif, il colle qu'à lui-même et encore pas bien fort. N'empêche que le chimiste est quand même vachement fier de sa colle qui colle pas, alors il en parle à tous ses collègues. 6 autres années passent. Entre-temps, Arthur Fry, un des collègues en question, est devenu chef de chœur de l'église de son quartier. Mais il a un sacré problème, il a beau mettre des marque-pages dans son carnet de chant, il continue de s'y perdre parce que les papiers tiennent pas et il tombe à la première occasion. C'est là qu'il repense à la colle qui colle pas et qu'il a l'idée de s'en servir sur ses petits papiers. Quelques prototypes plus tard, les petits papiers autocollants mais pas très collants sont parfaitement au point. Et ils vont cartonner sous le nom de post-it. Numéro 7. En 1956, le docteur Wilson Gridbar faisait des recherches à l'université de Buffalo dans l'idée de mettre au point un appareil qui enregistre la tachycardie, qui est une maladie qui fait battre le cœur un peu trop vite. Le truc, c'est qu'en assemblant son oscillateur, il a confondu 2 résistances dans sa boîte à composants. Et du coup, au lieu de monter une résistance de 10 kOhm, il s'en est implanté une de 1 mégaohm, soit 100 fois plus que prévu. Quand l'ami Wilson branche son appareil, il a un comportement étonnant. Au lieu d'avoir une oscillation constante, attendant passivement de mesurer quelque chose, sa machine se met à générer activement une pulsation qui dure un peu moins de 2 millisecondes. Ensuite, plus rien pendant une seconde, et de nouveau une pulsation, et ainsi de suite. Le chercheur a tout de suite réalisé le potentiel de sa trouvaille, mais il lui fallait un petit peu d'aide pour pouvoir le démontrer. C'est là qu'il a été voir 2 de ses collègues chirurgiens. Ils ont pris un pauvre chien comme cobaye et lui ont ouvert la cage thoracique pour exposer son cœur. Là, il lui a implanté la machine et le miracle a eu lieu. Le cœur du chien s'est mis à battre exactement au rythme de la machine du Dr Gridbar. Et c'était le premier pacemaker implantable. Numéro 6. Le coup de bol dont on va parler maintenant a eu lieu tellement de fois que ça en devient comique. La première fois, c'était en 1879. Constantin Fahlberg travaillait avec Ira Remsen à l'université Johns Hopkins sur les composés chimiques du goudron de houille. Sauf qu'un jour, ce gros crade, il s'est pas lavé les mains après sa journée de travail au laboratoire et il est allé manger. C'est là qu'en se léchant le doigt, il a senti une saveur incroyable. Il venait de découvrir le pouvoir sucrant de l'acide anhydroorthosulfamide.
Enfin bref, comme c'était un nom imbuvable, il l'a breveté sous le nom de saccharine. Ensuite, l'histoire des édulcorants, elle se répète inlassablement. Par exemple, en 1965, James Schlatter travaille au développement d'un médicament anti-ulcère. Pour ça, il réalise la synthèse d'un tétrapeptide, dont un des intermédiaires est un mélange d'acide aspartique et de phénylalaline. Là, il doit probablement se renverser un peu sur lui, et alors que James se lèche le doigt pour tourner une page d'un bouquin, il est surpris par un goût hyper sucré, celui de l'aspartame. Je vous passe le même type d'histoire pour le cyclamate ou l'acésulfame, mais il faut que je vous en raconte une dernière. En 1976, Shashikant Padnis, un jeune étudiant indien, travaille dans un laboratoire du Queen Elizabeth College de Londres. Sauf qu'il parle pas très bien anglais, et du coup il comprend mal une tâche qui lui est attribuée. Il aurait dû faire un test sur un échantillon d'insecticide qu'il est en train de développer, mais lui il comprend taste, soit goûter en anglais. Heureusement pour lui, le sucralose aurait fait un très mauvais insecticide, mais un édulcorant très puissant. Numéro 5. Édouard Benedictus aurait pu rester dans l'histoire en tant que compositeur, vu que c'était un pote de Maurice Ravel. Il s'est aussi fait une petite réputation comme créateur art déco, relieur ou encore auteur. Mais l'ami Édouard, il était aussi chimiste. Un jour de 1903, alors qu'il travaillait dans son laboratoire, il fait tomber une flasque de verre par terre. Là, à sa grande surprise, elle explose pas en 1000 morceaux. Elle est cassée, ouais, mais elle garde plus ou moins sa forme d'origine. Du coup, Benedictus essaie de comprendre pourquoi, et il réalise que cette flasque, elle avait contenu de la nitrocellulose. En séchant, ça avait déposé une fine couche d'un film adhésif à l'intérieur, ce qui tenait les bouts de verre ensemble, même cassés. Or, à l'époque, la plupart des blessures liées aux accidents des premières voitures étaient causées par les éclats de verre, ce qui a donné à Édouard l'idée de placer une couche de nitrocellulose entre deux couches de verre. Le verre de sécurité venait de naître. Merci Édouard, c'est grâce à toi que Carglass peut nous spammer le cerveau depuis toutes ces années. Numéro 4. Au début du XXe siècle, la plupart des foyers américains se chauffaient au charbon. En plus de pas être vraiment top pour les poumons et la qualité de l'air, ce mode de chauffage avait l'inconvénient d'encrasser les papiers peints. Ça faisait le bonheur de la famille McVicker, parce qu'elle avait mis au point une espèce de gomme faite de farine, d'eau, d'acide borique et d'huile de silicone. Cette pâte, qui avait l'énorme avantage de pas faire de traces, servait à nettoyer la tapisserie. Sauf que voilà, badaboum, dans les années 50, le charbon se casse la figure, les gens préfèrent des énergies plus propres. Les cons. Les McVicker voient leur vente dégringoler et ça commence à chauffer pour les miches de Cutol, l'entreprise familiale. Heureusement, Joseph McVicker, le petit-fils de l'inventeur de la gomme magique, qui avait pris les rênes de la boîte, pouvait compter sur sa belle-sœur, Kay Zufall. Et est-ce que c'est un hasard? Zufall, ça veut dire hasard en allemand. Kay, elle travaillait à l'époque dans une école maternelle, et elle cherchait un moyen rigolo et pas cher de faire des décorations de Noël avec les enfants. Coup de bol, en modelant la pâte des McVicker, on pouvait fabriquer tout un tas de trucs rigolos, ça tâchait pas, ça sentait bon, et on pouvait malaxer longtemps sans que ça durcisse comme avec l'argile. Restait plus qu'à donner un nom à cette pâte à modeler. Joseph penchait pour le composé arc-en-ciel de modélisation de Cutol. Et encore une fois, sa belle-sœur lui a sauvé les miches en lui proposant de l'appeler Play-Doh. Numéro 3. Ceux qui connaissent bien les travaux de Léonard de Vinci, ou qui ont fait un tour sur l'attraction éponyme d'Europa Park, ont sans doute déjà vu ses croquis d'hélicoptère. Le grand Léonard voulait adapter la vis d'Archimède pour en faire une hélice aérienne. Et bien dans le même ordre d'idée, un inventeur anglais, Francis Petit-Smith, voulait en 1836 l'adapter en hélice de bateau. Son prototype comportait 2 tours complets de vis et il l'a monté à l'arrière d'un bateau, avec lequel il a été navigué sur le canal Paddington entre Londres et Birmingham. Enfin naviguer. Il faisait surtout du surplace. Il arrivait même pas à contrer un petit courant créé par une écluse et il a fini par perdre le contrôle de son bateau et il s'est cogné contre le quai. Dans le choc, sa vis d'Archimède s'est cassée et une moitié a coulé au fond de l'eau. Mais miracle, coupée en deux, la vis était devenue une hélice et le bateau s'est enfin mis à avancer. Smith va perfectionner son invention par la suite en rajoutant des pales et en réduisant leur largeur. Mais c'est toujours ce qui équipe nos bateaux, presque 2 siècles plus tard. Numéro 2. Vous avez peut-être déjà vu le salaire de la peur. 4 chauffeurs de camions doivent transporter 400 kg de nitroglycérine pour éteindre un incendie. Sauf que la nitroglycérine, c'est hautement instable et ça peut exploser au moindre choc. Et évidemment, dans le film, ça va pas bien se finir pour nos camionneurs. Il se trouve qu'Alfred Nobel était bien placé pour savoir que la nitroglycérine que sa société fabriquait et vendait, c'était aussi très dangereux dans la vraie vie. Son propre frère était mort dans l'explosion de son laboratoire en 1864. Alors il cherchait un moyen de stabiliser sa poule aux œufs d'or qui avait entre-temps été interdite en Europe. Nobel était suédois, mais en 1866, il était en Allemagne pour faire quelques expériences. C'est là qu'il a réalisé qu'une de ses boîtes de nitroglycérine avait fui et qu'elle coulait sur un matériau poreux qui était situé juste en dessous, le Kieselguhr. C'est quand même un bol incroyable. Ce matériau existe quasiment que dans le nord de l'Allemagne et en tombant sur presque n'importe quelle autre substance, la nitroglycérine aurait transformé Alfred en un petit tas de cendres tremblotantes. Mais voilà, le mastic constitué par le mélange de nitroglycérine et de Kieselguhr, il s'est avéré très stable et toujours capable d'exploser à l'aide d'un détonateur.
Alfred Nobel venait d'inventer la dynamite et l'immense fortune qui va en découler finance toujours les prix qui portent son nom 150 ans plus tard. Numéro 1. Le caoutchouc est utilisé depuis des millénaires dans les cultures amérindiennes. Obtenu à partir de moulage de latex végétal, il sert dans tout un tas d'applications, des balles aux toiles enduites, voire même comme médicament. Le problème, c'est qu'il devient collant, exposé au soleil, il fond à haute température, il casse à basse température, et pour couronner le tout, il s'abîme vite au contact de l'air. Du coup, c'est pas évident d'en faire quoi que ce soit d'utile. Pourtant, au 19e siècle, beaucoup d'entreprises croient dans ce matériau et produisent une masse d'objets, des bottes aux imperméables en passant par les premiers préservatifs. Et comme ces produits résistent pas dans le temps, ils sont souvent retournés aux fabricants qui font faillite les uns après les autres. Charles Goodyear fait pas du tout exception à la règle. Il a beau s'acharner à essayer de stabiliser le caoutchouc, toutes ses tentatives sont des échecs. De 1831 à 1839, il va tenter des centaines de combinaisons. Malaxé à la main, incorporé avec du magnésium, placé dans une solution de térébenthine ou encore mélangé à de l'acide nitrique ou de l'oxyde de plomb. À chaque fois, le caoutchouc résiste un temps et finit par redevenir mou et collant. Et ses boîtes se plantent. Mais Goodyear abandonne pas. Et en 1839, par accident, il fait tomber un mélange de caoutchouc et de soufre sur une cuisinière chaude. L'odeur elle est épouvantable, du coup il jette la plaque noire par la fenêtre où elle tombe dans la neige. Et c'est que le lendemain, quand il va découvrir la plaque toujours parfaitement stable et solide, malgré sa nuit dehors dans le froid et la neige, que Goodyear réalise la portée de sa découverte. Il vient d'inventer la vulcanisation, qui est un procédé qu'utilise toujours le géant du pneu qui porte son nom, presque 2 siècles plus tard. Bonus. Alors c'est quoi cette fameuse invention bonus ? Je pouvais pas finir ce top sans vous parler d'un pâtissier du Piémont. Son idée c'était de réaliser un gâteau recouvert d'une ganache au chocolat. Le truc c'est qu'à l'été 1946, dans l'Italie de l'après-guerre, trouver des fèves de cacao c'était tout sauf évident. Par contre, dans le Piémont, il y a pas mal de noisetiers. Et ça a donné une idée à notre pâtissier. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé une partie du cacao par des noisettes broyées. Comme son gâteau a rencontré un certain succès, Pietro Ferrero l'ajoute dans les classiques qu'il prépare toute l'année et qui sont présentés dans sa vitrine. 3 ans plus tard, la région traverse une canicule intense. Et les gâteaux souffrent un peu. La ganache de Pietro fond sur place. Mais à sa grande surprise, ça la rend encore meilleure. Le fils de Pietro, Michele Ferrero, a encore plus le sens des affaires que son père. Ni une ni deux, il commercialise la crème sous le nom de Super Crema. 15 ans plus tard, il va encore améliorer la recette et lui donner un nouveau nom. Nut pour noisette en anglais et Ella pour garder son identité italienne. Le Nutella. Forcément, ce top est subjectif et j'aurais aussi pu vous parler de la super glue, du carambar, du coca, du vin de glace, de la draisienne, du kevlar et de plein d'autres. Mais pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça ? Pour 2 raisons. Déjà parce que ce qu'il y a de commun entre toutes ces histoires, c'est que la chance, ça se provoque. Oui, Smith s'était complètement planté sur son prototype d'hélice, mais il était dans ce bateau à le tester le jour où la chance l'a redesigné. Et les édulcorants sont pas arrivés tout seuls sur les doigts des chimistes. Et Goodyear a testé tellement de mélanges et de réactions que statistiquement, s'il existait une façon de stabiliser le caoutchouc, il allait forcément finir par la trouver. Ensuite, l'histoire s'arrête jamais au Eureka! Si Ferrero goûte sa pâte à tartiner, la trouve bonne, puis retourne cuire ses tartes, ou si Gridbar constate que son oscilloscope envoie des intensités à intervalles réguliers, hausse les épaules et remet la résistance qu'il avait prévue au départ, on verra jamais de Nutella ou de pacemaker. Ce que tous ces coups de bol montrent en fait, c'est vraiment que la chance sourit aux audacieux. Michael Jordan disait qu'on rate tous les tirs qu'on tente pas, et la Française des Jeux que tous les gagnants ont joué. Alors oui, évidemment, c'est des citations extrêmement faciles, mais dans le fond, c'est vrai. Tout ce qu'on vient de voir, c'est en fait des exemples de sérendipité. La sérendipité, c'est la rencontre du hasard heureux pour un chercheur et de sa capacité à saisir et exploiter cette chance. Et on peut provoquer la sérendipité en faisant en sorte d'oser, de faire des expériences, de remettre les choses en question et de tenter sa chance. Tout ça, ça relève de la créativité. Si on cherche à résoudre un problème, on a plus de chances de trouver une bonne solution si on en teste 10 que si on s'arrête à 2. Et encore plus si on en teste 100. Et la créativité, comme on vient de le voir, c'est pas du tout réservé au domaine artistique, sauf à voir de l'art dans un scratch ou un micro-ondes. Le deuxième temps de la sérendipité, c'est de savoir repérer quand on met dans le mille. D'avoir cette capacité de mesurer son expérience pour avoir un point de repère qui dise c'est mieux ou c'est pire, et de savoir apprendre de cette mesure pour itérer. J'en reviens à mes questions. Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça ? Parce que je crois fortement à la notion de créativité appliquée au business. Et parce que du design thinking au lean startup en passant par le growth hacking, qui est souvent mal compris, il y a plusieurs méthodes dont j'aimerais au moins vous présenter les bases. Mais on va en reparler. Alors est-ce qu'une des inventions de Stop vous a surpris ? D'après vous, coup de bol ou sérendipité ? Si vous avez du mal à choisir, n'hésitez pas à poser la question à un ami, un proche ou un comptable. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez m'aider, partagez-le, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous ou venez me mettre un petit commentaire sympa. À bientôt.